On voit qu'on a un gouvernement de voleurs et de voyous qui ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas au son de cloche de la rue. 2 millions de personnes dans la rue, s'ils ne comprennent rien, mais il faut dès le 7 mars bloquer le pays pour qu'une fois pour toutes que Madame Borne comprenne qu'on est déterminé, on ne va rien lâcher. Il n'y a pas le choix. Bienvenue à tous sur Révolution Permanente, c'est Arthur Nicolas. On va suivre aujourd'hui cette 5e journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites du 16 février. Alors, le contexte, évidemment, vous l'avez sûrement vu, c'est que de plus en plus de syndicats, à la RATP, à la SNCF notamment, appellent à construire une grève reconductible pour le 7 mars. Et on va voir tout au long de la journée, d'abord sur un piquet de la RATP, puis dans la manifestation parisienne, comment cette grève elle se prépare. Elle ne va pas se construire seulement par des appels de syndicats ou de fédérations, et c'est bien aussi à la base que ce genre d'initiative se construit évidemment, et c'est ce qu'on va chercher à comprendre avec des travailleurs de la RATP, des cheminots, de voir comment ils préparent cette grève du 7 mars, comment ils motivent leurs collègues évidemment, mais aussi comment ils vont chercher d'autres secteurs pour renforcer et élargir cet appel à une grève reconductible. On est avec Ahmed Beral qui est de la CGT RATP Bus. Pourquoi vous faites grève aujourd'hui et surtout, comment se prépare la grève reconductible du 7 mars ? Aujourd'hui, en fin de compte, on a fait comme un piquet pour un rassemblement pour préparer vraiment les gens à venir le 7 mars et partir reconductible. On voit bien qu'il y a beaucoup de gens dans la rue, mais à un moment donné, c'est pas la rue qui va parler, c'est la grève qui va parler. Il faut taper fort, dès le 7 mars en reconductible dans tous les dépôts de la RATP, que ce soit la SNCF ou la EDF, parce que là, il y a un peu de tout, EDF, les profs, et il faut taper fort. On voit qu'on a un gouvernement de voleurs et de voyous qui ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas au son de cloche de la rue. 2 millions de personnes dans la rue, s'ils ne comprennent rien, mais il faut dès le 7 mars bloquer le pays pour qu'une fois pour toutes que Madame Borne comprenne qu'on est déterminé, on ne va rien lâcher. Il n'y a pas le choix. 2 ans avec sa femme, 2 ans avec ses enfants, 2 ans avec son mari, 2 ans à ne rien foutre. Quand on a travaillé 30 ans de sa vie, eh bien ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. On a sacrifié sa vie pour peut-être prétendre à nous retraite un jour. Et ça va faire mal, les gars, mais on a le devoir, chacun d'entre nous, au-delà du syndicat, au-delà de tout ça, c'est le devoir de la dignité de l'homme. De devoir se battre pour nous peut-être, mais pour les générations futures. Nos enfants, on va leur dire qu'on ne va jamais baisser la tête. Parce que quand tu touches à la dignité d'un homme ou d'une femme, eh bien, il a le devoir de se battre. Voilà tout simplement ce que j'avais à dire. Et je vous remercie à tous et je vous dis vous êtes fiers de vous, les camarades. Alors on est avec Nadia qui est de la CGT RATP Bus ici au dépôt de Flandre. Il y a une intersyndicale à la RATP qui a appelé à une grève reconductible dès le 7 mars. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi un appel à la grève reconductible, pourquoi ne pas continuer les journées d'action ou même les manifs le samedi? On a vu que ça n'avait pas été un échec, on a vu que ça avait pu rassembler aussi. Pourquoi changer de modalité? Mais il faut absolument taper fort, il faut dire non, il ne faut pas attendre que les quelques journées de manifestations sur Paris ou de grève, c'est pas suffisant. L'enjeu, il est énorme, on ne peut pas risquer que cette réforme passe et que l'enjeu, il est hyper important puisqu'on veut nous prendre 2 années de nos vies de travail gratuit comme ça à donner à l'État et il en est hors de question. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, à des salariés de petites ou moyennes ou grandes entreprises qui n'ont pas forcément l'habitude de faire grève? Comment, par exemple, vous avez tenu 1 mois et demi en 2019? Quels conseils tu pourrais donner à des primo-grévistes qui voudraient rejoindre cet appel à la grève reconductible? Moi, ma première grosse grève, c'était pendant la réforme des retraites en 2019. Et moi, je suis tombée dans la grève, je pensais faire une journée de grève et en fait, j'ai fait 2 mois. Et je dois dire que c'est grâce à vous, Révolution Permanente, parce que vous nous avez appris ce qu'était une caisse de grève, puisque quand vous nous avez dit « il faut vous organiser, la grève va être longue et va être dure », et on n'avait pas conscience de l'enjeu, parce qu'on allait avoir des fiches de paye à 0 €, et en fait, vous nous avez expliqué que, avec votre expérience, qu'il fallait s'organiser et faire des caisses de grève. Et on a pu reverser un peu plus de 900 € par mois à tous les grévistes. Donc, on a pu tenir. On était parti sur une reconductible de 2 mois de grève, c'était jamais vu. Il y avait la coordination RATP où c'est vraiment la base qui décidait. Après, il y a eu beaucoup d'AG. Avant de partir sur cette grève, on faisait beaucoup d'AG avec les cheminots du Bourget, le métro, la SNCF, où on s'est tous coordonnés pour
dès le 5 décembre, partir en illimité. Et il y avait du monde et ça avait de la gueule parce qu'il y avait un vrai cortège de la base elle-même qui était décidée à nous rien lâcher. Mais on a vu qu'il y a eu la trêve de Noël, on a refusé et ça a bien fonctionné. Et la base même, celle qui décide pour aller en guerre. Aujourd'hui, on est en guerre, il faut remettre cette coordination en place pour dire que c'est les ouvriers qui parlent, c'est les ouvriers qui préparent l'AG et partir pour jamais s'arrêter. Voilà, juste pour vous dire, pour terminer, ma mère m'a dit, à 76 ans, s'il y a une grève reconductible, c'est tous les jours sur chez vous. Ok, il y aura une surbat tous les jours. Ok, et c'est avec ma mère que je la ferai. Voilà, les merguez vont être cuites. Je sais que pour certains c'est un peu tôt, mais ils sont offerts de bon cœur. Bah voilà, et j'espère qu'on va aller jusqu'au bout. On a rejoint la manifestation parisienne ici au départ de Bastille. Alors même si la mobilisation est un peu moindre que les jours précédents, beaucoup de gens ici nous disent, et c'est la question qu'on va aller poser, la priorité c'est de préparer le 7 mars, comme vous le savez, plusieurs fédérations, la RATP, la SNCF, l'énergie, les éboueurs ont commencé à préparer une grève reconductible pour le 7 mars. On va aller voir comment elle se prépare dans les différentes entreprises. On est avec Cédric qui est de la CGT Énergie Paris. C'est la 5e journée de mobilisation interprofessionnelle, mais on sait déjà que tout le monde pense un peu à l'après et notamment au 7 mars. Il y a plusieurs fédérations qui ont d'ores et déjà appelé à un mouvement reconductible. Vous, comment vous préparez ce 7 mars-là? Comment vous pensez avancer vers une grève reconductible dans l'énergie? Déjà, nous, on la porte depuis le début, effectivement. Ce qu'on a expliqué partout sur tous les sites de travail, c'est que les grandes manifestations interprofessionnelles ont leur importance en termes de démonstration de force, mais ce n'est pas cette stratégie-là qui va faire reculer le gouvernement. Donc si on veut les faire reculer, il faut forcément qu'on atteigne le blocage de l'économie du pays, qu'on tape effectivement le capital au portefeuille. Et pour taper le capital au portefeuille, il n'y a pas de 36 solutions, c'est la grève reconductible et le blocage de l'outil de travail et de l'économie capitaliste dans le pays. Donc ça fait très longtemps que nous on la met dans la tête des agents. Et en plus, nous, on sort d'une grève reconductible au mois de novembre et décembre qui a été victorieuse sur l'augmentation de 200 € des salaires des électriciens et gaziers, qui s'inscrit dans la reconductibilité, dans la radicalité des actions. Donc en fait, on est sur cette lancée-là. Et là, je dirais que le fait qu'il y ait beaucoup aujourd'hui de fédérations qui appellent au 7, et y compris l'intersyndical, moi c'est la première fois que je vois ça, c'est un tract intersyndical qui dit textuellement dans l'avant-dernier paragraphe, si le gouvernement n'entend pas, on appelle à bloquer le pays le 7 mars. Donc ça, c'est un point d'appui quand même important. Et donc nous, clairement, on est là, j'allais dire, dans les prémices de ce qu'on veut mettre en place le 7 et après, c'est-à-dire un mouvement long, un mouvement dur, un mouvement radical qui va plier le camp d'en face. On espère, hein, nous on est toujours prêts à aller dans la rue et puis à essayer de bloquer la production et puis tout ce qui va ensuite avec. Hein, voilà. Donc nous on est prêts pour aller plus loin parce que c'est pas normal qu'on ait aussi peu et voilà, faut toucher les patrons et les actionnaires au porte-monnaie ou aux dividendes. Donc le seul moyen, c'est bloquer la production, bloquer le pays. Alors on est avec Nordine qui est salarié chez Transdev Aéropiste et qui est à l'UL de Roissy-Charles de Gaulle. Est-ce que tu peux nous dire comment se prépare le 7 sur l'aéroport de Roissy? Alors on est en train de préparer des grosses mobilisations nous sur Roissy. Ce qu'on a décidé dans des AG, c'est de faire une manifestation sur Roissy le 7 et pas forcément venir qu'à Paris. Qu'on soit 500 000 ou 505 000, ça ne changera pas grand-chose. Si on arrive à mobiliser beaucoup de salariés sur Roissy, ça peut aussi avoir un gros impact et bloquer l'activité. Qu'est-ce que disent, toi, tes collègues, les gens que tu peux voir en diffusant des tracts? Qu'est-ce qu'ils te disent par rapport au 7? Ils disent « je veux y aller ». Tu peux dire les doutes aussi, hein, on n'est pas là pour faire de la langue de bois. Comment ça se prépare et selon toi, quels sont les défis aussi pour les 2 prochaines semaines? Bon, le défi, c'est de faire tomber ce projet de loi. Il est là le défi. Après, les doutes, ils sont plutôt financiers. Les autres doutes qu'on peut entendre aussi, c'est oui, c'est déjà voté, ça va être voté, on ne pourra pas faire reculer le gouvernement, etc. Il y a ces doutes-là qui peuvent exister. Mais il y a une chose qui est claire, c'est qu'on n'a même pas besoin de convaincre du retrait de ce projet. Ça, c'est quelque chose qui est très facile en réalité à défendre. Maintenant, c'est de prendre conscience de la nécessité de se battre et de faire reculer, et qu'on peut faire reculer ce gouvernement. Moi, pour ma part, je pense qu'on a tout pour réussir. Tout le monde est contre, personne n'est pour, à part 2-3
Je sais même pas si à la Macronie, ils en sont tous convaincus de ce projet-là. C'est pas compliqué de toute façon. S'ils n'arrivent pas à se mettre dans la tête que les gens ils n'ont pas envie de bosser jusqu'à 64 ans, eh ben il va falloir sévir. T'es obligé de sévir. Là t'es obligé parce que tu peux pas continuer comme ça. Si c'est des gens qui sont dans les bureaux, qui font rien, qui sont juste avec un papier et un stylo, ah bah eux, ils peuvent même aller jusqu'à 80 ans, hein, c'est pas un problème. Hein. Mais quand tu es tous les jours, on va dire, au volant, que tu portes des charges, que tu fais des travaux, on va dire, pénibles, tu vas pas rester jusqu'à 64 ans pour faire ça. C'est pas possible. Donc à un moment donné, il faut faire bouger les choses. On est avec Frédéric de Safran Snecma Villaroche. Il y a eu une grève importante mardi sur votre site qui compte 5000 salariés. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est déclenchée cette grève, autour de quelles revendications? En fait, là on a la chance d'avoir une intersyndicale avec tous les syndicats qui sont opposés justement à la politique des salaires. Donc ça fait depuis plusieurs années que les salariés, en fait, ils se voient en fait appauvris par la politique de la boîte, alors que Safran au niveau international, elle fait des milliards de bénéfices et c'est toujours vers les mêmes que retombent en fait les fruits de la productivité et le fruit du travail. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que maintenant par rapport à l'inflation, ce qu'on veut, c'est que les augmentations générales pour tous soient au moins au niveau de l'inflation. Donc on se bat pour ça, c'est pour ça qu'il y a eu ce mouvement mardi dernier. Ça n'a pas été le premier depuis le début de l'année, c'est le deuxième. Donc on est content. Après, il faut que ça tienne dans la durée. Les NAO vont être soumis à la signature le 28 février. Et d'ici là, nous, on essaie d'avancer nos pions et puis de faire une contre-proposition à la direction. On va voir. Mais bon, c'est la première fois que l'intersyndicale tient aussi longtemps. C'est clair, nous, cette réforme, on n'en veut pas. D'autant plus que nous, salariés de l'automobile, pour nous, c'est inconcevable de travailler jusqu'à 64 ans, quoi. Nous, le discours qu'on a, c'est clair, quoi. On doit se mobiliser aujourd'hui, le 7 mars, et bien après, bien entendu, quoi. Il faudrait que les journées y soient reconduites. Pour nous, c'est une évidence. Maintenant, voilà, reste à mobiliser puis à convaincre idéologiquement les salariés. Il y a une peur, on va pas se le cacher, dans beaucoup de secteurs. Alors je sais pas si dans l'énergie c'est le cas, mais chez les cheminots, chez les raffineurs, il y a la peur de la grève par procuration et de partir tout seul sans que le reste suive. Comment on conjure cette peur, comment on conjure cette grève par procuration qui n'a pas marché en 2010 par exemple avec les raffineurs? Je pense qu'on la conjure déjà en organisant par les bases des actions interprofessionnelles où on montre aux corpos respectives qu'on est tous ensemble et qu'on peut lutter. Nous, on a organisé une action la semaine dernière au Trocadéro avec les éboueurs, les égoutiers, les cheminots, les copains de la RATP, des syndicats CGT et Sud. Et donc on a fait cette action-là et ça a été très salutaire parce qu'en fait on a déjà montré aux bases qu'en fait qu'on était tous prêts à en découdre et tous ensemble. Effectivement le piège c'est surtout d'essayer à chaque fois d'attendre et de regarder en face en disant quand est-ce que les autres vont partir pour qu'on parte. Je pense que la question à se poser aujourd'hui c'est construire dans nos propres corpos sur toutes les bases, aller voir chaque agent, chaque collègue, le convaincre de la nécessité de la reconductibilité du mouvement, de l'importance de se mobiliser, de l'enjeu qu'il y a derrière. Et je pense qu'effectivement, avec tous les appels, la matière en tout cas écrite qu'on a aujourd'hui, les prémices des actions reconductibles, tout ce qui se passe dans le pays, ce que les Robins des Bois de l'énergie font, ce qui se passe effectivement, ce qui est très important avec la jeunesse dans les lycées, dans les facs, et y compris dans ces manifestations-là où moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu autant de collègues du privé qui viennent dans ces manifestations-là, c'est pas seulement les bastions historiques. Et donc je pense que tout ça, on doit l'expliquer, on doit œuvrer, on doit s'appuyer dessus pour effectivement être prêt le 7 et après, au même moment, tous ensemble pour partir et ne pas attendre que le voisin le fasse à notre place. Alors on est avec Lou du collectif Les Rosies. Vous avez organisé la semaine dernière, si je ne me trompe pas, une action devant l'Assemblée qui a été durement réprimée. Toi, tu as été en garde à vue. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé et surtout, quelle est ton analyse de cette répression ? Ouais, donc effectivement, comme tu l'as dit, on a dansé derrière l'Assemblée nationale, on a rhabillé la statue de la loi, on l'a relookée en Rosie et on a inscrit sur son socle et sur la porte de l'Assemblée nationale « Retraite à 60 ans à la craie ». La fin est importante parce qu'effectivement, c'est avec ce genre de truc qu'on a écrit sur le mobilier historique.
Et suite à cette action donc très symbolique, on a été placés, donc 9 d'entre nous ont été placés en garde à vue pour suspicion de dégradation. Et on est resté 9 heures, donc toute la journée, on est sorti que le soir à 20 heures, en ayant été privé de manifester du coup, qui est quand même un droit constitutionnel, et en étant relâché sans suite, sauf pour 2 d'entre nous qui ont une convocation en audition libre pour dégradation légère, enfin c'est vraiment rien du tout quoi. Enfin, c'est-à-dire que si on compare avec les voyous qu'ils ont au gouvernement, avec typiquement Dussopt qui est soupçonné de favoritisme et qui risque jusqu'à 2 ans de prison et 200 000 € d'amende, voilà, le traitement est un peu différent. Nous, on ne s'attendait pas du tout à être placés en garde à vue. Et on se dit qu'on a peut-être touché une corde un peu sensible en s'approchant, alors à beaucoup moins que des millions, mais à quelques personnes, plus près de lieux de pouvoir, en allant les titiller un peu et en les forçant à se positionner. Et d'ailleurs, on a vu que la réponse a été unanime du point de vue des députés macronistes comme des députés du Rassemblement national qui avaient les mêmes éléments de langage pour dire à quel point on attaquait la République, etc. Les manifestations, bon, il y en a eu 5, très massives. Est-ce qu'elles sont un peu trop gentilles, c'est ça que tu dis ? Non, je dis qu'il faut toutes les formes d'action. Une mobilisation réussie, c'est une mobilisation qui combine plein de formes d'action, les grèves, les blocages, les manifestations, les actions, pour montrer que c'est un mouvement massif en fait, et que c'est pas juste un rendez-vous hebdomadaire, aller marcher dans la rue. C'est important, c'est très important, parce que ça nous permet de ressentir de la joie, d'avoir des cortèges très fédérateurs, de se compter dans le sens où être massif, ça nous donne de la force, mais oui, ça suffit pas, clairement. Ces derniers jours, on l'a vu, il y a de plus en plus de grèves sur la question des salaires aussi, que ce soit à Snecma, que ce soit chez Thales, chez Truffaut, dans des entreprises de la chimie. Les grèves pour les salaires, pour des augmentations qui rattrapent l'inflation, sont en train de se multiplier. On l'a vu, on vient de le voir avec Snecma Villaroche, où près de 500 personnes ont débrayé sur un site qui en fait presque 5000, ce qui est assez important dans l'aéronautique. Mais on va aller poser la question aussi de quel lien entre retraite et salaire on doit faire, quel lien font les manifestants, comment lier ces 2 préoccupations qui sont centrales aujourd'hui dans la tête de tous les salariés. Déjà, je ne sais pas si vous savez, Airbus a annoncé ses résultats. Donc malgré les résultats opérationnels qui ne sont pas atteints, on fait des bénéfices records à 4,2 milliards. Et donc en fait, comme ils ont des objectifs opérationnels de plus en plus élevés, évidemment, dès qu'il y a des grèves, dès qu'il y a des choses, ça empêche les résultats opérationnels. Donc en effet, on comprend que ça se durcit au niveau de la direction, ça va sans doute se durcir à l'avenir. Et nous, il ne faut pas qu'on laisse passer, il faut qu'on durcisse aussi le mouvement. Il ne faut jamais qu'on laisse le moindre centimètre au patron. Il faut qu'on exprime vraiment notre sentiment que les augmentations de salaire, il faut qu'on en ait au moins au-dessus de l'inflation. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est aussi porté sur nos slogans. C'est pas seulement le retrait de cette contre-réforme, évidemment, c'est un préalable indispensable, il n'y a rien à négocier là-dedans. Mais c'est surtout après derrière essayer de basculer sur une reconquête sociale. Et par exemple en matière de retraite, puisque moi je suis un gazier, un électricien et que j'ai un régime dit particulier, je préfère dire un régime pionnier, c'est que les régimes les plus protecteurs soient étendus à l'intégralité de la population parce qu'on en a les moyens, notre travail n'a jamais autant rapporté et c'est bien des grèves offensives qu'il faut effectivement construire dans le collectif tous ensemble et c'est ça qui va donner à notre classe sociale la meilleure arme de reconquête. Excusez-moi, on demande toujours un effort à la classe ouvrière. Et on peut faire autrement pour que les gens prennent leur retraite à 60 ans. C'est pas à 62, c'est pas à 64, c'est pas à 67, c'est pas à 69 ans. Simplement, il faut taxer les dividendes qui prennent les actionnaires. Fin du mois, fin de la carrière, même combat, c'est ça ? Exactement, clairement. Là, c'est la retraite, ça focalise un peu le chômage. Au 1er février, il y a eu une diminution de la durée d'indemnisation, les salaires, les cotisations, le salaire différé, etc. Donc non, il faut combattre sur toutes les lignes. C'est extrêmement important et à partir du 7 mars, c'est clair qu'on va lancer sans doute des revendications salariales importantes chez Airbus. Quand on voit les résultats, on n'a pas le choix. Ils ont reconnu que oui, la réforme n'était pas finalement faite pour les femmes, comme ils ont reconnu que oui, tout le monde ne gagnerait pas 1 200 €. Enfin, petit à petit, les masques tombent. Et du coup, sur les femmes, c'est très symbolique et très important d'avoir cette date du 8 mars dans les journées prévues de mobilisation. Et encore plus d'avoir le 7. Je rappelle que le 7, il y a aussi cette manif féministe du soir qui aura peut-être quelque chose à dire aussi. Et ça permettra vraiment de construire un 8 mars massif mobilisateur comme on a pu voir il y a 3 ans.
dans le même contexte, c'est-à-dire mouvement de réforme des retraites et un 8 mars massif, une déferlante qui a été coupée avec le confinement et tout, mais il y avait vraiment quelque chose. Et donc on est très enthousiaste à l'idée de ces 2 journées et plus si affinité. Et plus, toi, tu penses qu'après le 8 mars, le 9, on continue? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'ai aucune responsabilité syndicale, voilà, pour dire, mais j'ai un avis, et mon avis, c'est que c'est l'opportunité, vraiment. Mon avis, c'est qu'au sortir du confinement, on n'a pas saisi l'opportunité pour montrer à quel point les métiers essentiels, les premières de corvée, les plus précarisés, elles tenaient le pays. Vraiment, et c'est pas à leur jeter la pierre que de dire ça, mais il y avait l'opportunité de montrer que sans elles, la France ne tient pas. Et là, je pense que c'est l'occasion de le faire. Donc il faudra vraiment réfléchir et ça demande de la construction. Et c'est pour ça que c'est bien qu'on ait ces 2-3 semaines avant pour préparer ça. Tu disais les liens interpro. Comment on construit ces liens interpro? On sait que voilà, dans l'histoire sociale française, il y a eu des coordinations RATP, des coordinations d'infirmières en 86. Il y a eu un moment aussi où les assemblées générales pouvaient être beaucoup plus importantes et une tradition de l'auto-organisation, par exemple en 36, en 68, qui était beaucoup plus importante, qui s'est peut-être perdue un petit peu aujourd'hui. Comment on ravive cette tradition qui est nécessaire aussi pour faire des mouvements plus offensifs, pour faire des mouvements plus reconductibles? Je pense qu'on peut compter que sur nous-mêmes. Et donc dans ce que tu disais à tout à fait juste titre, c'est-à-dire que c'est aux syndicats de base, aux bases d'organiser ça, de ne pas attendre que ça descende des fédérations ou des confédérations. C'est-à-dire qu'effectivement, on a le devoir impérieux là d'aller voir dans tous les secteurs. Et les secteurs, ils bougent. On ne peut pas dire que la jeunesse n'est pas là. On voit ce qui se passe dans les facs, à Rennes, en Ile-de-France, dans les lycées. On voit ce qui se passe dans l'interprofessionnel. Donc c'est à nous d'aller prendre les contacts avec les collègues, prendre nos téléphones, aller à l'encontre. Nous, on a fait une AG avec les cheminots Sud et CGT de Gare de Lyon aussi la semaine dernière. C'est-à-dire prendre des contacts directs d'orga à orga sur les bases et qu'on organise effectivement ces liens immédiatement, qu'on les travaille, qu'on les fasse perdurer, y compris au-delà du 7, pour qu'effectivement on ait une réactivité qui soit extrêmement importante et que ça on embrasse tout du bas vers le haut. Et c'est quand même y compris le sens de la démocratie syndicale. Et voilà, c'est-à-dire qu'on dit nous, ça ne doit pas venir d'en haut en bas, c'est la base qui dirige. Et si la base dirige, c'est la base qui doit impulser. Donc effectivement, c'est organiser dès à présent tous les contacts, tous les liens qu'on peut avoir dans l'interprofessionnel. Là, il y avait une copine qui tournait avec une pétition d'une copine de la PHP qui va aller en discipline. Et s'il faut qu'on soit tous à son entretien préalable, il faut tous qu'on y aille. Il faut qu'on montre aujourd'hui que le monde du travail, les travailleurs, les travailleuses, le peuple est uni face à ce contre-projet et qu'effectivement on ne va pas attendre des manifs saute-mouton, on va accélérer le mouvement et on va bien reprendre notre outil de travail pour le bien commun et pour l'avenir de nos jeunes. Le peuple a tellement encaissé ces dernières années, sur les 5 dernières années, et comme tu le rappelais, on sort quand même de 30 ans presque de disette par rapport aussi à des stratégies qui étaient absolument pas adaptées à la violence du capital en face. Et donc je pense que les gens ont pris conscience que maintenant c'est aussi dans la radicalité que va falloir que le mouvement il s'exprime, c'est-à-dire dans un mouvement dur, un mouvement fort, un mouvement où on réaffirme qu'on est les seuls essentiels et que l'outil de production il appartient au peuple et à nous. Et donc y compris dans les formes de mouvement et de manifestations, les Robins des Bois de l'énergie c'est ça, c'est-à-dire qu'on reprend notre outil de travail et on va mettre la gratuité parce qu'on considère que nos directions qui sont au service du capital et des actionnaires œuvrent contre l'intérêt général du peuple. Et donc on se dit nous en tant que travailleurs, on est les mieux placés, les mieux armés pour prendre ce qu'on connaît, notre outil de travail et le mettre à disposition des citoyens. Et je pense que cette forme-là d'approche d'un mouvement et tout ça, c'est en train de prendre vraiment corps. Et moi, effectivement, alors de toute façon, quand on est militant, on est toujours optimiste parce qu'il ne faut jamais se résigner. Mais là, en plus d'être optimiste... C'est vrai, il y a des moments où on est un peu moins optimiste que d'autres. Il y a des défaites et il faut les anticiper. Mais là, on va dire que l'utopie peut devenir réalité. Donc autant qu'on la travaille, autant qu'on y aille à fond et surtout qu'on n'ait aucun regret. Moi, à titre personnel, je ne veux pas avoir de regret en regardant mes mômes et en disant que papa, il n'a pas tout fait pour sauver l'avenir de nos jeunes. Et je pense qu'il y a aussi un peu ça dans la tête de beaucoup de copines et beaucoup de copains. Et de toute façon, j'allais dire, on n'a rien à perdre, on va tout donner. Et on va tout donner pour effectivement les stopper, aller à une reconquête sociale massive et d'ampleur pour le peuple et notre classe sociale. Merci beaucoup. Merci à toi. Super.